d'un grand pays occidental. Premier ministre de la Grande-Bretagne pendant plus de 10 ans, Margaret Thatcher fut autant aimée que haïe, tant ses prises de position politiques furent sans merci. Celle que l'on surnomma la Dame de Fer se débarrassa de l'État-providence d'après-guerre pour imposer sa révolution libérale, non sans fracas. Autre grande actualité cette semaine, les suites de l'affaire Cahuzac en France. Le mensonge de l'ancien ministre du Budget quant à un compte dans un paradis fiscal éclabousse la classe politique tout entière. Le chef de l'État, François Hollande, à défaut de remanier le gouvernement, a pris toute une série de mesures pour assainir la vie publique. Une nouvelle instance de contrôle des déclarations, un parquet spécialisé, devrait désormais obliger les politiques à une transparence totale. Nous verrons cela avec la députée européenne Sylvie Goulard. Elle est notre invitée cette semaine. Enfin, nous terminerons par un anniversaire, celui du téléphone portable qui a eu 40 ans cette semaine. Toujours plus petit et toujours plus performant, le portable s'est taillé une place prépondérante dans nos vies. D'ailleurs, 75% de terriens en ont un. Difficile d'imaginer désormais de vivre sans lui. Margaret Thatcher n'est plus victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux et souffrant de la maladie d'Alzheimer. Elle est décédée cette semaine à l'âge de 87 ans. Les réactions autour de sa disparition sont à l'image de son règne politique. Elle fut à la fois adulée et honnie. Les dossiers de l'Irlande du Nord et des Malouines contribueront à sa réputation d'inflexibilité. Sur le plan intérieur, elle relancera l'économie en berne du pays par l'ultralibéralisme. Mais le thatchérisme entraînera aussi une pauvreté accrue. Retour sur le parcours de celle qui citait pourtant saint François d'Assise. Laurent Bulcater. Là où il y a de la discorde, qu'il puisse y avoir de l'harmonie. Les premières paroles de Margaret Thatcher à son arrivée au 10 Downing Street, juste après le départ de son prédécesseur, qui lui laisse un Royaume-Uni en crise. Une fille d'épicier, avocate de formation aux origines modestes qui contraste avec l'accent plutôt snob, de cette voix autoritaire mais calme forgée par l'acteur Laurence Olivier qui lui organisa des cours de diction. Sa morale, travailler dur pour redresser l'économie alors désastreuse, elle demande la même chose à son pays, au prix de réformes libérales radicales, l'affaiblissement des syndicats, la fermeture des mines non rentables. Face à la colère de la rue, la Dame de Fer reste inflexible, tout comme avec les grévistes des prisonniers de l'armée républicaine irlandaise qu'elle laisse mourir de faim. En 1984, elle échappe de peu à la mort dans un attentat commis par les indépendantistes irlandais. Son flegme après l'explosion force l'admiration du peuple. Sa réponse à l'invasion des îles Malouines par l'Argentine causera la mort de plus de 200 soldats britanniques, mais permettra de rétablir le prestige de l'ex-empire et d'asseoir encore plus le sien. Je crois que le coup est parti. Proche de Ronald Reagan, avec qui elle partage les mêmes idées, mais aussi de Gorbatchev, alors qu'elle est fermement anticommuniste, elle garde ses distances avec l'Europe. Monsieur Delors a dit qu'il voulait que le Parlement européen soit l'entité démocratique de la communauté. Non, non, non. 1990, un nouvel impôt impopulaire entraînera sa chute politique. Les années suivantes seront marquées par sa fragilité croissante, des images qui n'entameront en rien la renommée de celle qui fut la première femme à diriger un gouvernement d'un pays occidental. La morale en politique, il n'est plus question que de cela en France depuis l'affaire Cahuzac. Les mensonges de l'ancien ministre du Budget qui a révélé avoir fraudé ont mis en évidence l'arbre qui cache la forêt. Sommé de frapper fort pour éteindre le feu, le président Hollande a annoncé cette semaine toute une série de mesures. Une haute autorité pour vérifier les patrimoines des ministres et des parlementaires, la création d'un parquet financier et le coup de balai annoncé pour les paradis fiscaux. Micro-mesures ou réelle volonté d'en finir une fois pour toutes avec la triche, nous allons en parler dans un instant avec notre invité. Mais avant cela, je vous propose de voir ce reportage sur les pays du Nord, les bons élèves de l'Europe en la matière. Julien Dupéret. Jusque sur les quais du port de Copenhague, l'affaire Cahuzac a fait grand bruit et les Danois n'en croient toujours pas leurs oreilles. Ah oui, quand j'en ai entendu parler, j'ai cru que c'était un homme politique danois qui était impliqué. Puis j'ai compris que c'était en France. C'est une sale affaire. Si ça se passait ici, je perdrais confiance en mon gouvernement.
Car ici, la confiance entre le peuple et sa classe politique est du domaine du sacré. Au Parlement, un mot d'ordre, transparence maximum. Ce parlementaire est le patron de la gauche danoise au pouvoir. Rien ne l'y oblige, mais comme beaucoup de ses collègues, il publie sur Internet ses sources de revenus. Ce que vous voyez ici, c'est une rémunération pour l'émission télé à laquelle je participe. Ça, c'est mon ancien appartement que je loue à ma fille. Et ça, c'est un voyage non officiel au Kurdistan irakien. Et plus le poste est important, plus les déclarations de patrimoine sont détaillées. Ida Auken est ministre de l'Environnement. En entrant dans le gouvernement, elle s'est pliée à la règle. Chez nous, les ministres déclarent toutes leurs ressources personnelles et leurs investissements. De toute façon, les hommes politiques danois savent que les électeurs ne leur laissent rien passer, du grand scandale financier à la moindre petite facture cachée. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose chez le voisin suédois. Stockholm, dans la capitale suédoise, les membres du gouvernement n'ont pas un seul secret. Comme tous les citoyens, cette journaliste peut consulter comme elle le veut les notes de frais des ministres. Bonjour, j'ai demandé à voir les factures de voyage de Gunilla Carlsson. Elles doivent être prêtes. Ici, par exemple, sur les factures de ce voyage à Prague, on voit que la ministre a payé 85 € pour une nuit d'hôtel, ce qui n'est vraiment pas spectaculaire. Mais gare à celui qui fait un écart. En 1995, la vice-premier ministre de la Suède utilise sa carte ministérielle pour faire des petites courses. Peu importe qu'elle ait remboursé, elle a dû démissionner. Une tolérance zéro couronnée de succès. Au classement des pays les moins corrompus, le Danemark, la Finlande et la Suède occupent les premières places. La France, elle, n'est que 22e. La France n'est donc que 22e. Sylvie Goulard, vous êtes députée européenne, donc on vient de le voir, la France se distingue par une certaine opacité. Alors, est-ce que l'affaire Cahuzac va finalement permettre de rentrer dans une plus grande moralité en France ? Bon, on peut espérer qu'on en tire toutes les leçons, effectivement. Je crois qu'il faut quand même faire remarquer aux téléspectateurs qu'il s'agit de sociétés dans lesquelles le rôle du Parlement n'est pas du tout le rôle du Parlement en France, et la culture est une culture de tradition protestante avec probablement une autre approche que les latins. Donc la vraie question, c'est comment on arrive à trouver les bonnes règles qui, dans un système politique et dans une culture donnée, permettent d'avoir beaucoup plus de transparence. Alors cette transparence précisément, quelle est-elle au niveau de la communauté européenne, puisque vous êtes députée européenne? Est-ce qu'il y a une commission, est-ce qu'il y a des filtres suffisamment puissants pour qu'il n'y ait pas ce souci d'intégrité? Alors comme le député qu'on a vu là au Danemark, nous sommes tenus de remplir une déclaration d'intérêt, les députés européens, donc les membres du Parlement, dans lesquels nous indiquons si nous recevons des rémunérations. Vous ne me payez pas pour cette émission, on peut le dire. Alors que bon, il y a des pays dans lesquels, par exemple, on est rémunéré pour des activités comme ça. Ça, c'est très amusant. En Allemagne, en général, on est rémunéré pour les activités journalistiques. C'est pour ça aussi qu'il l'a mentionné. C'est très drôle. Ensuite, on a des contrôles sur nos notes de frais qui sont faits à l'intérieur du Parlement. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Je ne sais pas, on ne nous a pas demandé de déclaration de patrimoine, ça ne fait pas partie des règles actuelles au niveau du Parlement européen. Ensuite, l'exécutif, ou en tout cas un des les commissaires européens qui sont plus proches des ministres, comment cela se passe-t-il pour eux? Oui, il y a une chose très intéressante, parce qu'on dit souvent qu'il y a du déficit démocratique en Europe, mais moi je suis très impressionnée par la manière dont on contrôle les personnes qui vont occuper un poste à la Commission. Ils sont auditionnés par le Parlement européen pendant 3 heures au moins, parfois 2 séances de 3 heures, sur 2 aspects. Justement, les conflits potentiels d'intérêts, par exemple quelqu'un qui aurait siégé dans des conseils d'administration d'une entreprise de l'industrie alors qu'il va s'occuper d'environnement, des choses comme ça, c'est un contrôle et là on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et le mélange des nationalités fait qu'il y a des collègues qui sont très, très habitués à des jeux plus agressifs et bon, je crois que le contrôle est assez honnête. D'ailleurs, il est déjà arrivé que des candidats soient retoqués. Et puis, il y a un contrôle, terminé. Puis il y a un contrôle de la substance, c'est-à-dire des compétences de fond qui seraient, à mon avis, assez utiles. C'est un système qu'on pourrait transposer pour les ministres en France. Bon, ça fait quand même un petit peu penser au système américain avec des méthodes assez inquisitrices. Est-ce qu'il faut en arriver là en France? Écoutez, moi je pense que c'est une piste intéressante. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours obliger les gens à mettre des chiffres sur des sites internet ou qu'il y ait des commissions qui les regardent. Mais là, vous avez un exercice public où la représentation nationale contrôle les membres du gouvernement ou en tout cas leur pose des questions.
c'est un exercice qui, sincèrement, n'est pas inquisitorial au sens on n'est pas là pour faire de la police. Et je pense que, ça je tiens beaucoup à le dire, je crois qu'il ne faudrait pas confondre la démocratie sur la suspicion permanente. Il faut traquer sans aucune sympathie des gens qui, comme M. Cahuzac, ont fraudé et peut-être même ont reçu de l'argent de laboratoire. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'affaire judiciaire, ça sera probablement établi par la justice ou pas. Mais si son argent en plus provient effectivement de corruption, c'est gravissime. Ce sont deux incriminations différentes. Alors parmi les mesures annoncées de François Hollande, peut-être, est-ce que les élus ne devraient pas finalement ne pas avoir une activité professionnelle en plus de leur mandat de député qui peut leur occuper tout leur temps? Oui, alors ça, c'est une question qui relève plus, je dirais, du temps que vous consacrez à votre mandat. Moi, pour ma part, j'ai fait le choix de n'avoir ni cumul d'autres fonctions politiques locales, par exemple, ni aucune autre activité professionnelle rémunérée. Parce que c'est pas forcément compatible. Non, c'est pas compatible. Enfin, au Parlement européen, quand on est sérieux, on a une quantité de travail considérable. Moi-même, j'ai des responsabilités dans la Commission économique et monétaire. Vous avez à voir énormément de personnes, à la fois des secteurs auxquels les législations s'adressent. Il y a de nombreux gouvernements, la Commission européenne. Donc, moi, je suis assez d'accord pour qu'on aille dans cette direction. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est à ce moment-là, est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à écarter de la vie politique un certain nombre de personnes? Et ça, c'est une vraie question. Il faut que le Parlement représente la diversité de la société. Par exemple, il ne faudrait pas qu'il y ait que des rentiers richissimes qui peuvent s'arrêter de travailler ou des individus qui, par exemple, sont protégés par le statut de la fonction publique. Alors, autre question, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement qu'il y ait un nombre limité de mandats pour éviter toute compromission? C'est toujours pareil, vous savez, oui et non. Il y a un aspect qui est choquant dans le fait qu'en France, des gens font des carrières politiques pendant des décennies. Moi, je crois que ça, c'est malsain. Je crois qu'il faut qu'il y ait des allers-retours entre le monde, je dirais, de l'entreprise ou de la fonction publique ou des professions libérales et le Parlement, ça c'est clair. D'un autre côté, si on réduit trop le nombre de mandats, on se retrouve, en tout cas pour ce qui est du Parlement européen que je connais bien, à priver la France d'influence. Parce que ça veut dire que si vous limitez par exemple à un seul mandat, aucun Français n'occupera jamais des fonctions de type présidence de commission qui nécessitent une certaine expérience dans le système. Moi, je crois beaucoup, et ça, votre reportage, c'est pas un hasard si vous êtes allé dans un pays scandinave, je crois beaucoup à une éthique de responsabilité, c'est-à-dire que les gens acceptent à un moment donné de décrocher, et vous pouvez avoir à l'inverse des personnes qui, même étant d'un âge, je dirais, avancé, apportent énormément à la République. Donc il faut garder une petite flexibilité. Alors vous parlez d'éthique, on peut parler par exemple d'autres pays, comme l'Allemagne, où il y a une certaine façon de voir les choses qui empêche toute dérive. Oui, le degré d'exigence de la société allemande vis-à-vis de ses élus est plus élevé. Le Bundestag est une enceinte, donc le Parlement allemand, où on est contrôlé, même si les règles sont déclaratoires aussi. Il n'y a pas de procédure inquisitoriale non plus. Mais je rappelle toujours cette anecdote d'une présidente du Bundestag qui a dû démissionner, enfin quitter ses fonctions, parce qu'elle avait utilisé, vous savez, les points qu'on accumule dans les compagnies aériennes de manière assez innocente. Donc, ce qui est, je trouve, très bien en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de cumul des mandats entre fonctions locales et fonctions nationales. Et deuxièmement, il n'y a pas d'hommes ou de femmes politiques qui restent pendant des décennies dans la vie politique. Bon, et l'Angleterre, qui elle a connu le scandale des notes de frais récemment, a dû également revoir sa copie. Oui, ce qui prouve bien que voilà le danger. Moi, je crois qu'il faut garder à l'esprit que l'être humain est faillible, ne pas être dans la suspicion totale, mais ne pas être dans la naïveté non plus. Donc, il faut mettre en place un certain nombre de filtres pour éviter les dérives. Tout ce qui consiste, le contrôle, par exemple, des frais, c'est quelque chose de très important aussi. Mais encore une fois, dans l'affaire de M. Cahuzac, il y a sans doute, il est avéré évasion fiscale et peut-être corruption. Ce sont deux questions qui sont assez différentes du contrôle de dépenses courantes et de petites grattes assez minables d'ailleurs que font un certain nombre de personnes. Bon, merci beaucoup Sylvie Goulard pour cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous avez écrit avec Mario Monti de la démocratie en Europe qui est paru chez Flammarion. Merci. Et l'on passe à un dossier très embarrassant pour la Grèce. En 2011 et 2012, le pays a été condamné à 11 reprises pour sévices et tortures impunies. C'est la police grecque qui est mise en cause. Passage à tabac, brûlures et violences en tout genre feraient partie des mœurs habituelles. Une situation que les Grecs ne souhaitent pas voir perdurer. Ils viennent donc de créer un comité contre l'arbitraire policier qui est devenu chronique. Ils tenaient cette semaine leur première conférence de presse et dénonçaient une récente affaire. De jeunes anarchistes suspectés d'avoir braqué une banque ont été défigurés sous les coups de leur geôlier. Angélique Kourounis.
Le 4 février dernier, la Grèce découvrait au journal du soir les photos de ces jeunes braqueurs de banque. Des photos que la police grecque a tenté de retoucher pour cacher l'évidence. Ces détenus ont été battus et torturés dans les locaux de la police grecque par la police. Plusieurs ONG ont annoncé à Athènes la création d'un comité contre l'arbitraire policier et la torture qui, semble-t-il, est une pratique courante dans les commissariats et prisons grecques. En Grèce, ces dernières années, il y a un glissement vers des pratiques qui ne sont pas des pratiques d'un État de droit, mais des pratiques d'un État convaincu qu'il peut fonctionner au-dessus des lois. Cette première conférence de presse s'est tenue symboliquement dans l'ancien centre de torture des colonels grecs, devenu un musée. Dimitris Kopanas, 31 ans, a lui été arrêté en 2008 pour hold-up. Selon son témoignage, les passages à tabac et la torture sont monnaie courante dans les prisons grecques, mais pas seulement. Notre pays a légalisé une torture que j'ai subie moi aussi. Ces fameuses cellules bleues de l'asile psychiatrique de la prison, de 2 mètres sur 2. Le détenu y est jeté nu et ils alternent 15 minutes de froid glacial avec une chaleur suffocante et tu restes là 2 à 3 jours. La Grèce a déjà été condamnée à 9 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme en 2011 et 2012 pour violences policières impunies. Une pétition internationale lancée contre l'usage régulier de la torture par la police a déjà recueilli 1500 signatures. L'actualité au Chili maintenant, où la justice a décidé d'éclaircir certains pans obscurs de son passé, notamment la mort d'opposants pendant la dictature d'Augusto Pinochet. En mai dernier, la dépouille du président Salvador Allende avait été expertisée pour savoir s'il s'était bien suicidé. Et bien cette fois, ce sont les circonstances de la mort du poète Pablo Neruda qui vont être examinées. Les experts vont expertiser ses ossements pour savoir si le prix Nobel de littérature a été exécuté par injection, comme le pensent ses proches. C'est l'avis de son ancien secrétaire et du Parti communiste chilien. L'homme de lettres aurait pu devenir un opposant trop gênant. Régis Nussbaum. Cela fait 40 ans que Pablo Neruda repose dans cette tombe aménagée dans le jardin de la maison qu'il possédait face au Pacifique. Policiers et experts ont investi les lieux. La dépouille de Neruda doit être exhumée pour être examinée par une équipe de médecins chiliens et internationaux. Des experts qui vont devoir dire si le poète a été assassiné par la junte, comment sont persuadés ses proches, dont son ancien chauffeur. Je dénonce depuis 40 ans le meurtre de Pablo Neruda, mais il n'y avait aucune possibilité de porter l'affaire en dehors du pays. Les faits remontent à l'année 1973. Auréolé de son prix Nobel de littérature, Neruda, alors ambassadeur en France, décide de rentrer au Chili pour soigner un cancer. Le 11 septembre, c'est le coup d'État. Les militaires prennent le pouvoir. Le président Allende se suicide dans le palais de la Moneda, en feu. Neruda, lui, décide de s'exiler au Mexique, mais il meurt à la veille de son départ, officiellement du cancer. Mais des témoignages et des rapports médicaux évoquent une mystérieuse injection. 40 ans plus tard, la justice chilienne a donc décidé de rouvrir le dossier pour tenter de savoir enfin si l'un des plus grands écrivains sud-américains a été assassiné par la junte militaire. Et ce 8 avril, une actualité vous a peut-être échappé. C'était la journée internationale des Roms. À cette occasion, l'Association européenne des droits de l'homme publie un rapport, texte alarmant qui met en évidence la discrimination dont cette population est victime au travers d'expulsions forcées ou encore d'agressions. Les dizaines de milliers de Roms originaires de Bulgarie et de Roumanie sont considérés comme personae non grata dans nombre de villes européennes. François Mazur. L'histoire des Roms en Europe remonte au XVe siècle. Ils sont depuis devenus la plus importante minorité ethnique du continent. Et si l'immense majorité d'entre eux s'est sédentarisée, beaucoup de Roms ont gardé un mode de vie nomade. Et depuis toujours, où qu'ils aillent, c'est la méfiance, on range les voitures et ferme les portes à double tour, de crainte de vol ou d'agression. Ça pourrait, ou pas, mais dans les deux cas, il y a un problème. Je vous dis, c'est juste un sentiment d'insécurité et une quiétude qu'on n'a plus. Mais que dire lorsque cette méfiance atteint les plus hauts sommets de l'État ? En France en 2010, suite à un triste fait divers impliquant des Roms, Nicolas Sarkozy décide de démanteler des dizaines de campements illégaux à travers tout le pays. La Commission européenne crie au scandale.
Nous avons de sinistres mémoires. Les déportations pendant la Deuxième Guerre mondiale, allons-nous recommencer cela? Ce serait la fin de l'Europe. Je dis non, et en tant que gardienne des traités, je m'y oppose. La même année en Italie, la ville de Rome détruit un immense campement présent depuis plus de 40 ans. Ses habitants n'avaient pas été prévenus. Mais où vais-je mettre mes affaires? Ce n'est pas juste ce que vous faites. Il n'y a pas de recherche d'intégration. Ces méthodes rappellent presque les déportations nazies. Les mettre dans des grands camps surveillés. Le contrôle est plus important que d'intégrer ces personnes grâce à la scolarisation et des projets de vie valides. Et le mois dernier chez nous, la Flandre souhaite obtenir de l'Union européenne l'autorisation d'imposer aux Roms de suivre le parcours d'intégration flamand, même si ceux-ci ont la nationalité d'un État membre. L'histoire des Roms en Europe, ou celle de l'éternel combat pour être reconnus comme des citoyens à part entière. Christian, bonjour. Vous nous avez rejoint sur ce plateau pour nous parler du combat des Roms en Europe et dans le monde, comme on vient d'ailleurs de le voir dans ce reportage. Et oui, Valérie, un combat que mène notamment le Congrès mondial Tzigane, qui depuis 1971 a institué la Journée internationale des Roms. Elle défend cette population depuis de nombreuses années, un petit peu partout à travers le monde, et tout particulièrement en Europe. Cette semaine, un congrès s'est tenu à Bucarest, en Roumanie. Il s'agissait une fois de plus d'attirer l'attention sur la présence des Roms en Europe et puis les conditions d'existence de cette population qui, il faut bien le dire, sont déplorables. Je voudrais dire aux Roms de se comporter comme des citoyens européens et d'évincer ceux qui défient les lois et causent des problèmes moraux. Le peuple rom veut collaborer avec les institutions européennes. Nous voulons participer au processus d'intégration européen. Oui, alors une partie des populations appelées ici à s'intégrer sont pourtant européennes. Et oui Valérie, c'est ce qui est absolument terrible dans cette situation. Il faut savoir que les populations qu'on appelle actuellement Roms en Europe sont les descendants des hommes qui ont quitté le nord-ouest de l'Inde à peu près pendant le premier millénaire de notre ère. Ces populations se sont éparpillées sur la planète et aujourd'hui, elles vivent dans 136 pays, un petit peu partout dans le monde. 10 à 12 millions d'entre elles sont installées en Europe, la plupart du temps depuis plusieurs siècles et malheureusement, aujourd'hui encore, elles sont victimes de discrimination au quotidien. Oui, alors en France, où le terme de Rome désigne surtout des Roumains et des Bulgares qui finalement sont arrivés en France après la chute du mur de Berlin, eh bien Alexandre et Delia Romanes sont justement en croisade contre ces discriminations. Oui, Alexandre et Delia Romanes, qu'on voit sur cette photo, se battent depuis longtemps contre les discriminations qui frappent les Roms en Europe. En plus de leurs activités au sein du cirque Romanes bien connu en Europe et surtout en France, ils ont créé un centre pour promouvoir la culture tzigane un petit peu partout dans le monde, un objectif très ambitieux, mais ils s'apprêtent à le relever. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus qu'on peut combattre la fatalité, surtout lorsque on se met à danser, et de ce point de vue, les tziganes savent faire. C'est les spectacles qu'on trouve dans les campements de tziganes. Voilà, c'est ça que je veux montrer. Je veux montrer que des choses comme ça. Voilà, une culture magnifique, Christian. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et l'on va terminer avec un sujet un peu plus léger, dans tous les sens du terme, puisque la technologie rivalise d'ingéniosité depuis 40 ans pour le rendre de plus en plus maniable. Je veux bien sûr parler du téléphone portable qui souffle ses 40 bougies cette semaine. Les 3/4 de la population dans le monde en possèdent un. Retour sur un objet devenu incontournable et au parcours sans faute. Gilles Marinet. Journal de 20h, 18 mars 1990, l'information est sensationnelle. Un téléphone pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur et avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où. C'est fabuleux et c'est pour demain. Et ça marche, comme le constate le reporter. Et je téléphone avec un appareil, main libre, et je suis à 150 mètres d'une borne qui sert à le faire fonctionner. Ah, je peux marcher, hein. En réalité, le premier téléphone mobile a été testé beaucoup plus tôt, en 1973, dans les rues de New York, mais il restera longtemps à l'état expérimental. 17 ans plus tard, en 1990, les Français découvrent le téléphone valise, encombrant, cher, mais c'est le premier mobile. Très vite,
La technologie évolue, le grand public commence à s'équiper. Souvenir, souvenir. C'était extrêmement grisant, il y avait très peu de gens qui en avaient, j'étais très fier. 2013, fini le temps des pionniers, le téléphone mobile, c'est 6 milliards d'abonnements dans le monde, 250 000 SMS envoyés chaque seconde. À ce rythme-là, peut-on encore s'en priver? Pas possible. Pourquoi? Ah non, ça y est, maintenant on est habitué, on peut plus s'en passer. Je serais triste, ça manquerait. Comment? Toute nue. Tous drogués au portable, peut-être, alors méditons le conseil de son inventeur. N'oubliez jamais d'utiliser le bouton marche-arrêt de votre téléphone. Le téléphone est censé être votre esclave, pas l'inverse. Les possibilités du téléphone mobile semblent infinies chaque seconde. Il s'en vend une 50aine à travers le monde. Voilà, ainsi se referme cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe sur www.tv5monde.com. Excellente suite de programme à tous.